Salut à tous et bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste. On va continuer à vous emmener sur les capsules dédiées au Tour de France. Nous sommes sur l'édition 2026, mais aujourd'hui je voulais retenir une date, 1985. C'est la dernière victoire française qui a eu lieu sur un Tour de France et cette victoire a été remportée par Bernard Hinault. Dans cet épisode, on vous raconte toute son histoire. Et bonne écoute. DLTDC Heroes, Germain Grangier. En France, il est une date qui obsède tous les amoureux du cyclisme. 1985. C'est la dernière fois qu'un Français a remporté le Tour de France. Cette année-là, Bernard Hinault s'impose pour la 5e fois sur la Grande Boucle. Depuis, des générations de coureurs français ont tenté de lui succéder, en vain. Plus de 40 ans plus tard, Bernard Hinault reste le dernier Français vainqueur du Tour de France. Mais résumer Hinault à ce palmarès serait réducteur, car c'est aussi sa manière de courir qui a marqué l'histoire. Une manière offensive, parfois brutale, rugueuse même, mais toujours assumée. Pour lui, une course ne se contrôlait pas, elle se gagnait. Plus encore, elle se dominait. C'est cette philosophie qui lui a valu son surnom, le blaireau. Un animal réputé pour son caractère combatif, capable de se défendre coûte que coûte. À une époque où le cyclisme est devenu plus scientifique que jamais, son nom continue d'incarner une certaine idée de ce sport, celle du panache, de l'instinct et de l'acharnement. Alors pour comprendre pourquoi Bernard Hinault reste 40 ans plus tard la référence absolue du champion du Tour de France, il faut revenir au commencement dans un petit village breton. Le petit Bernard est né un 14 novembre 1954 à Iffignac, un village breton des Côtes du Nord, aujourd'hui les Côtes d'Armor. Son enfance y est heureuse et simple. À côté de l'école, il passe du temps dans la ferme de ses grands-parents. C'est là qu'il apprend à cultiver, à élever les animaux, la vraie école de la vie, comme il la qualifie. Le sport entre dans son quotidien réellement au collège, grâce à un professeur de PS qui lui fait découvrir l'athlétisme, le cross l'hiver et la piste au beau jour. Le goût pour la compétition s'éveille, la bagarre avec les copains le stimule et la victoire le rassasie. Car il arrive souvent premier. Déjà, ses qualités de foncier sont là. Le vélo, lui, apparaît d'abord comme un moyen de locomotion. Le collège du Petit Bernard se situe à Saint-Brieuc, à 20 km de chez lui. Et pour s'y rendre, il utilise un vélo offert par son père en récompense de son certificat d'études. Le vélo est aussi une affaire de famille. 3 de ses cousins en font en compétition. Et c'est justement en voyant l'un d'eux courir que quelque chose l'a attiré. Pas simplement la victoire, mais l'acharnement avec lequel son cousin parvient à la décrocher. C'est de cette fascination que naît l'envie de vouloir l'imiter. Bernard a 16 ans quand il s'aligne au départ de sa première compétition. Son grand frère s'était essayé au cyclisme avant lui, puis avait renoncé, lui cédant alors son vélo, un gitane de 14 kilos. En quittant la maison ce jour-là, Bernard lance à sa mère « Ce soir, tu vas voir, je te rapporte le bouquet du vainqueur ». Elle rit, forcément, sans imaginer qu'il reviendrait, de fait, les fleurs à la main. Dès sa première saison, les résultats sont là. Il remporte 12 victoires en 20 courses. Ceux qui le croisent à cette époque racontent qu'il ne dégage rien d'impressionnant. Son vélo est usé, son allure peu académique, ses cheveux sont longs. Mais une fois le départ donné, il ne recule devant personne. Un ancien professionnel breton, Georges Talbourdet, remarque très tôt ce tempérament hors du commun. C'est lui qui lui donne un surnom appelé à devenir célèbre, le blaireau. Le blaireau est un animal réputé agressif, hargneux, capable d'attaquer pour se tirer du danger. Le surnom sera repris par les journalistes et restera. Et il résume parfaitement le jeune Bernard Hinault, car très vite, il comprend comment gagner une course. Il sait qu'il ne possède pas la pointe de vitesse des meilleurs sprinteurs, alors au lieu d'attendre les derniers mètres, il change sa façon de courir. Il attaque de plus loin, il transforme le sprint en un effort long, capable d'user ses adversaires avant même la ligne d'arrivée. Une manière de courir qui deviendra sa signature. En 1975, l'année de ses 21 ans, il passe professionnel au sein de l'équipe Gitane Campagnolo, dirigée par Cyril Guimard. L'ancien sprinter décèle immédiatement son potentiel. Il découvre surtout un coureur convaincu qu'il peut battre n'importe qui. Les résultats ne tardent pas à lui donner raison.
En quelques saisons, Hinault remporte notamment Gand-Wevelgem, Liège-Bastogne-Liège, le Critérium du Dauphiné et devient champion de France sur route en 1978. Lorsqu'il prend le départ de son premier Tour de France cette même année, il n'est déjà plus un espoir. Il est considéré comme l'un des hommes les plus forts du peloton. Mais personne n'imagine encore qu'il s'apprête à ouvrir l'une des plus grandes pages de l'histoire du cyclisme. Une page qui ne sera jamais écrite dans la prudence. Car chez Bernard Hinault, il existe une conviction qui ne le quittera jamais. Si une course est faite pour être gagnée, alors autant s'y employer. Lorsque Bernard Hinault prend le départ de son premier Tour de France en 1978, il porte déjà le maillot de champion de France. Quelques semaines plus tôt, il a remporté la Vuelta. Les spécialistes savent qu'un immense talent est en train d'éclore, mais personne ne sait encore jusqu'où il peut aller. Sur la grande boucle, c'est lors de la 8e étape que le Breton va commencer à frapper fort. Il fait la différence en remportant le contre-la-montre individuel. La course se jouera ensuite dans la montagne où il répondra présent. Et c'est enfin lors du 3e et dernier contre-la-montre qu'il mettra tout le monde d'accord. Il va rattraper son retard au général et s'imposer avec plus de 3 minutes d'avance sur le deuxième. Sur les Champs-Élysées, Bernard Hinault franchit la ligne d'arrivée, le maillot jaune sur les épaules, sous les acclamations du public. Il remporte le Tour de France pour sa première participation, comme de grands noms avant lui, Jacques Anquetil et Eddy Merckx. Il n'a alors que 23 ans, cette victoire n'est pourtant que le début. L'année suivante, il conserve son titre, puis remporte un 3e tour en 1981, un 4e en 1982 et enfin un 5e en 1985. Mais son palmarès ne se résume pas au Tour de France. Il est l'un des rares coureurs de l'histoire à avoir remporté les 3 grands tours. Il compte également 5 monuments, un titre de champion du monde conquis à Sallanches en 1980, 2 Liège-Bastogne-Liège, 2 Tours de Lombardie, Paris-Roubaix. Peu importait le terrain, Hinault voulait être au départ pour gagner. Et c'est peut-être là que réside sa plus grande singularité. À une époque où les meilleurs coureurs disputaient beaucoup plus d'épreuves qu'aujourd'hui, Bernard Hinault ne choisissait pas ses objectifs avec parcimonie. Il voulait gagner toute la saison. Les courses d'une semaine, les classiques, les grands tours, les championnats, chaque dossard était une occasion pour s'imposer. Il le dira lui-même des années plus tard, lorsqu'il prenait le départ d'une course, ce n'était jamais pour terminer deuxième. Cette obsession se retrouvait jusque dans sa manière de courir. Lorsqu'il sentait une faiblesse chez ses adversaires, le blaireau attaquait. Souvent de loin, il préférait prendre le risque d'exploser plutôt que d'attendre un sprint ou de défendre une avance. Sans tactique bien définie, s'il estimait que le moment était venu, il passait à l'offensive et serrait les dents. Cette façon de courir a aussi nourri quelques épisodes devenus célèbres. En 1984, lors de Paris-Nice, des manifestants bloquent la route pour protester contre les fermetures de chantiers navals. Hinault descend de vélo et donne un coup de poing à l'un d'entre eux avant de repartir. Sa justification, ni lui ni personne ne l'empêcherait de faire son travail. Son tempérament s'exprime tout autant face à ses adversaires. En 1980, alors qu'il porte le maillot jaune et semble se diriger vers une 3e victoire consécutive sur le Tour de France, une douleur persistante au genou l'oblige à abandonner. Une décision rare pour un champion de son rang. Beaucoup auraient tenté de rallier Paris coûte que coûte. Hinault choisit de s'arrêter, convaincu qu'il ne pouvait plus gagner. Pour lui, terminer 2e ou 10e n'aurait eu aucun intérêt. Quelques années plus tard, une autre rivalité va marquer la fin de sa carrière. Celle qui l'oppose à son jeune équipier américain, Greg LeMond. En 1985, Hinault remporte son 5e Tour de France devant LeMond et lui promet qu'il l'aiderait à gagner l'année suivante. En 1986, fidèle à sa parole, mais incapable de renoncer totalement à son instinct de compétiteur, il multiplie les attaques dès les premières étapes. Pendant 3 semaines, la France va vivre au rythme d'un duel fratricide. LeMond finit par s'imposer à Paris. Hinault, lui, termine 2e avant de mettre un terme à sa carrière, comme il l'avait annoncé plusieurs années auparavant. À 32 ans, il quitte le peloton avec un palmarès immense, mais surtout avec une réputation intacte, celle d'un coureur qui n'a jamais cherché à gérer une course. Bernard Hinault ne courait pas pour défendre une place, il courait pour gagner. Le cyclisme que Bernard Hinault a connu est bien différent de l'ère moderne, celle de Tadej Pogačar et de Jonas Vingegaard. Dans les années 70 et 80, il n'y a ni capteur de puissance, ni GPS, ni oreillette pour communiquer avec la voiture de l'équipe. Les entraîneurs disposent de beaucoup moins de données. Les coureurs apprennent surtout à écouter leurs sensations. La nutrition est elle aussi bien différente. Les protocoles scientifiques n'existent pas encore.
On parle peu de glucides par heure, des gels énergétiques ou des stratégies de ravitaillement. L'expérience compte davantage que les chiffres. Le matériel est presque incomparable. Les vélos sont plus lourds, moins aérodynamiques, les changements de vitesse s'effectuent encore sur le cadre, les développements sont moins adaptés au fort pourcentage et les ascensions se grimpent avec des braquets qui paraîtraient aujourd'hui insensés. Les saisons sont-elles beaucoup plus denses? Dans les années 70 et 80, Bernard Hinault accumule environ 50 jours de course avant de s'aligner sur le Tour de France, contre une trentaine aujourd'hui pour Pogačar et Vingegaard. À l'époque, c'est principalement lors des courses que les cyclistes construisent leurs conditions physiques. Aujourd'hui, la logique est presque inversée. Une partie importante de la saison se déroule loin de la compétition, lors de stages en altitude ou de blocs d'entraînement très spécifiques. Les données physiologiques permettent de travailler précisément les qualités que l'on souhaite développer. Les courses, elles, servent davantage à valider cet état de forme et à acquérir des repères tactiques avant l'objectif principal. Alors, Bernard Hinault aurait-il pu dominer le cyclisme aujourd'hui ? La question revient régulièrement, et la réponse est au fond impossible, car un champion est toujours le produit de son époque. Hinault s'est construit dans un cyclisme où l'on courait principalement aux sensations. Aujourd'hui, la performance est devenue une science. Bernard Hinault n'a d'ailleurs jamais caché une certaine distance avec cette évolution. Lui, qui est taqué dès qu'il sentait une opportunité, s'est souvent montré critique envers un cyclisme qu'il juge parfois trop calculé, où les écarts de puissance, les consignes d'équipe et les scénarios de course laissent moins de place à l'instinct. Pour autant, il admire tout de même un coureur moderne, Tadej Pogačar, parce que le Slovène possède quelque chose qui rappelle les grands champions d'autrefois. Comme Hinault, il ne se contente pas de viser un seul objectif. Il veut gagner le Tour de France, mais aussi les monuments, les championnats du monde et les grands classiques. Comme Hinault, il est capable d'attaquer très loin de l'arrivée sans attendre le dernier kilomètre. Et surtout, il semble courir d'abord pour gagner, avant de penser à gérer. C'est sans doute pour cette raison que beaucoup voient en Pogačar le premier coureur depuis Bernard Hinault capable de briller sur tous les terrains. Alors Hinault aurait-il gagné aujourd'hui? Ou Pogačar aurait-il dominé dans les années 80? Personne ne pourra jamais répondre à cette question. En revanche, une chose est certaine. Lorsqu'un champion d'une époque rappelle autant un champion d'une autre, c'est qu'il partage probablement une même vision de la performance. Et c'est peut-être là que se trouve le véritable héritage de Bernard Hinault. Bernard Hinault n'est donc pas seulement le dernier Français à avoir remporté le Tour de France. Il est le dernier à avoir imposé une certaine idée du champion, un coureur qui voulait gagner partout. Le cyclisme a profondément changé depuis les années 80, mais certaines qualités, elles, traversent les époques. Le courage, l'audace, la capacité à prendre des risques quand tout le monde hésite. Cette fameuse niaque dont il dit lui-même « On ne peut pas me l'enlever, je suis né comme ça ». C'est sans doute pour cela que Bernard Hinault reste une légende, parce qu'il a laissé derrière lui une manière de courir que l'on continue, 40 ans plus tard, à admirer.